Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Face au territoire, en direct sur TV5 Monde aujourd'hui bien sûr. Cette émission est également regardable sur les sites de nos partenaires, donc westfrance.fr, nicematin.com, franceantilles.fr, lamontagne.fr et 20 minutes. Mon invité aujourd'hui c'est Jean-Marc Ayrault. Bonjour Jean-Marc Ayrault, merci d'être avec nous. Vous êtes bien sûr ancien Premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères et vous êtes le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Jean-Marc Ayrault, c'est la guerre en Ukraine qui va occuper évidemment la plupart du temps de cette émission, la situation au 7e jour de cette invasion russe. Deux phrases ce matin importantes. Le bilan humain est ahurissant. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, a déclaré ça il y a quelques minutes. Et une déclaration également de Jean-Yves Le Drian qui dit « Le pire est peut-être devant nous ». Jean-Yves Le Drian, qui, je le rappelle, a été votre ministre de la Défense. Jean-Marc Ayrault, première question. Vous avez approché à de multiples reprises Vladimir Poutine. On va en parler tout au long de cette émission. Y a-t-il tout de même une responsabilité des grands leaders de nos gouvernants, dont vous faites partie, depuis, on va dire, plus d'une décennie, qui n'ont pas su déceler, qui n'ont pas su voir qui était devenu Vladimir Poutine? Ça, il faudra beaucoup de recul pour comprendre tout ce qui a conduit à cette tragédie. Parce que c'est une tragédie pour le peuple ukrainien, dont Poutine dit qu'il n'existe pas. Et en fait, la nation ukrainienne réagit, se défend avec dignité, avec courage, au prix de la vie de beaucoup de gens. Mais quand vous avez regardé Vladimir Poutine dans les yeux, j'ai rencontré, est-ce que vous avez décelé... La première fois que je l'ai vu, c'était en fin 2013, fin 2013. Vers la fin octobre, début novembre. J'avais la réunion annuelle franco-russe présidée par les premiers ministres, donc c'était Medvedev. Et dans le programme de ma visite à Moscou, il y avait une rencontre avec Vladimir Poutine, qui m'a reçu dans sa datcha, tout à fait simplement. Mais très vite, on est rentré dans le vif du sujet. Quel est le contact, justement C'était assez froid, mais sans agressivité au départ. Mais très vite, ça l'est devenu. Ça l'est devenu, et il y avait un sujet qui le préoccupait et qui était central dans la rencontre, c'était l'Ukraine. Déjà l'Ukraine. À cette époque, était envisagée dans les jours qui suivaient ma visite une réunion de l'Union européenne et de l'Ukraine pour signer un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Et Poutine n'en voulait pas et m'a agressé et agressé la France, agressé l'Europe, en terminant en disant « ça ne se fera pas, cet accord ne sera pas signé ». En fait, il n'a pas été signé puisque Yanukovych, le président ukrainien proche de Moscou, a cédé à Poutine. Mais ce qui s'est passé, je crois que c'est très important ce qui s'est passé à l'époque. C'était fin 2013 et très vite ça s'est poursuivi en 2014. C'est la mobilisation populaire à Maïdan, la place de Kiev, et où la population réclamait « on veut l'accord avec l'Union européenne ». C'est-à-dire que ça s'est passé avec un mouvement populaire d'une très grande puissance, avec énormément de répression. Puis finalement, à la fin, le président Yanukovych a quitté l'Ukraine pour se rendre en Russie, accueilli par Poutine. Et puis finalement, l'accord a été signé. Quand vous voyez la tête de ces généraux, de son ministre de la Défense, lorsqu'il a parlé de passer d'un cran supérieur et de passer en dissuasion nucléaire, qu'est-ce que vous pensez par rapport au fait que vous l'avez rencontré? Vous pensez que le personnage a vrillé, comme on dit? Ça, je ne sais pas, parce que l'on est dans l'explication psychologique, je ne veux pas me lancer dans l'explication psychologique. Vous avez vu la tête de ces généraux? On a vu les images. Ce que je voulais rappeler, parce que quand je vous ai dit que l'accord avec l'Union européenne avait finalement été signé entre l'Ukraine et l'Union européenne, il y a eu une réaction de Poutine qui a été le soutien aux séparatistes du Donbass et l'annexion de la Crimée. Ça a été sa réponse. Donc il y avait sa propre logique grand russe, sa propre logique de reconstituer en quelque sorte l'empire tsariste et également de son complément soviétique. Et c'est ça son rêve. Et il n'y est pas arrivé jusqu'à présent. Et là, on a l'impression d'une fuite en avant avec une extrême violence et qui est l'invasion de l'Ukraine. Ça, c'est quelque chose de terrible. C'est Jean-Marc Ayrault, l'ancien Premier ministre, qui est notre invité ce matin dans Face au territoire. Dans un instant, François-Xavier Lefranc de Ouest France. François-Xavier Lefranc, vous êtes le rédacteur en chef du premier quotidien francophone du monde. La guerre en Ukraine, toujours, encore. Bonjour, monsieur Ayrault. Bonjour. Alors, l'histoire jugera et on se demandera longtemps s'il aurait été possible d'arrêter ça. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut arrêter la guerre? Et ça semble absolument impossible. On a le sentiment qu'on est parti dans un conflit qui sera très long, qui sera extrêmement dur, avec un coût humain terrible. C'est le sentiment qu'on a ce matin, que ça ne va pas s'arrêter. Malheureusement, le risque existe que ça aille encore plus loin et que le coût humain pour les Ukrainiens soit catastrophique.
Il y a déjà 1 million de réfugiés. C'est l'exode, toutes ces images qui frappent l'opinion publique. Beaucoup de gens pensaient que la guerre ne se produirait jamais sur le continent européen. Elle est en train d'arriver. Et même les jeunes générations, aujourd'hui, s'en inquiètent, et à juste titre. Donc c'est quelque chose de terrible et de catastrophique. Mais tout a été tenté, et il faut continuer à le faire, par la voie diplomatique. Ce qu'a fait Emmanuel Macron, ce qu'a fait le chancelier Scholz, ou ce qu'a fait Biden, enfin tous ceux qui ont essayé de discuter avec Poutine, sont allés le plus loin possible. Et puis finalement, ils ont eu à faire face à un mur où Poutine était déterminé, décidé, et il est passé à l'acte. C'est comme une sorte de fuite en avant. Et ça s'est pas passé exactement comme il le souhaitait, parce que il pensait que ça allait aller très vite, que l'Ukraine allait tomber, que Kiev allait se rendre. Et puis finalement, c'est pas ça, puisque la nation ukrainienne existe. Alors justement, un ancien ambassadeur de France en Russie, Jean de Glignasti, dit on assiste en ce moment à la naissance d'une nation. Et finalement, Poutine, en envahissant l'Ukraine, va solidifier, souder cette nation ukrainienne. Il tire sur ses frères, en réalité. Bah oui, parce que ce sont des peuples qui sont très proches. Ils parlent pratiquement la même langue. Beaucoup de familles se sont créées, Ukraine et Russe. Je pense que ce mouvement vers l'Europe, vers la démocratie, est en marche déjà depuis longtemps. Ça commence en 2004 avec la Révolution orange. Après 2014, il y a le mouvement Maïdan. Et là, on voit bien que le peuple ukrainien a retrouvé sa fierté, sa dignité. Son président, qu'on trouvait un peu ridicule au début, ancien humoriste, finalement fait preuve d'un grand courage, une grande dignité, représente son pays. Enfin, c'est impressionnant. Mais le prix à payer va être terrible, et c'est un bouleversement, je dirais, du monde qui est en train de se produire, parce que tout ça aura des conséquences. Hein, et ce que Poutine sous-estimait, c'était aussi la réaction de l'Union européenne. Elle est restée unie et soudée, et la réaction de l'Occident, et en particulier des pays membres de l'OTAN. C'est du jamais vu, ça. Ben non, et puis Poutine pensait au contraire que l'Occident était faible, et qu'il pouvait en profiter. Et finalement, il y a cette réponse qui est, je crois, également pour lui sans doute étonnante et déstabilisante. Alors beaucoup de pays, notamment en Union européenne, les pays baltes par exemple, mais bien d'autres, sont évidemment très inquiets. Le Premier ministre polonais disait l'autre jour dans un entretien à Ouest France, oui, nous craignons qu'un jour, il passe la frontière, il passe aussi la frontière polonaise. Est-ce que vous avez cette crainte-là? Est-ce que vous pensez qu'on est au début d'un processus qui pourrait aller jusque-là? Il y a une menace, et d'ailleurs lui-même a employé des formules extrêmement violentes et extrêmement brutales. Il a augmenté le niveau d'alerte des forces nucléaires. Enfin, il est dans la menace. Après, la question du passage à l'acte, moi je ne peux pas le prédire, mais ce qu'il a fait là récemment nous montre qu'il est dangereux, qu'il n'a pas peur de la violence, et qu'il est marqué par cette conception de l'usage de la violence pour agir, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan militaire. Donc il faut se méfier, donc il faut s'organiser et tenir bon, et notamment renforcer notre défense, et en particulier la défense européenne. Et notamment la violence contre les civils, parce que ce qui est fou, évidemment, c'est qu'on a l'impression qu'il est prêt à tout et qu'il n'aura aucune retenue à l'égard des civils. Moi, j'ai l'expérience aussi de ce qui s'est passé en Syrie. Quand Obama a refusé finalement de suivre la France pour réagir par des frappes ciblées en Syrie lorsque l'usage des armes chimiques a été prouvé, Poutine en a profité et s'est inséré dans le conflit syrien. Et après, on a vu avec quelle brutalité, avec les moyens notamment d'aviation, il a bombardé les positions des opposants à Bachar al-Assad. Et là, on a assisté, je me souviens des réunions auxquelles j'ai participé, y compris à Moscou, y compris dans une rencontre avec lui, combien c'était très difficile d'obtenir des couloirs humanitaires pour permettre d'aider les populations civiles. Donc là, ce qui serait urgent, c'est d'obtenir un cessez-le-feu, c'est ce qu'a demandé l'Assemblée générale des Nations unies, et puis de mettre en place des couloirs humanitaires pour sauver la population civile. On va voir, mais c'est un peu désespéré, cette tentative, mais il faut quand même l'essayer et la tenter. Jean-Marc Ayrault, notre invité ce matin, l'ancien Premier ministre, sur ce plateau, un dessinateur et collaborateur de Ouest France, bien connu, vous le connaissez, Chonu, a une question à vous poser sous forme de dessin, on le regarde. Enfin, cette semaine, les masques sont tombés et on va pouvoir retrouver avec plaisir les expressions du visage. Et pour les moins expressifs d'entre nous, comme Vladimir Poutine, de la Tchétchénie à la Crimée en passant par la Géorgie, a-t-on besoin qu'il retire son masque pour connaître ses réelles intentions? Voilà. François-Xavier Lefranc, on va parler de l'Allemagne. Je ne sais pas si on pouvait connaître ses réelles intentions, parce que vous avez posé la question au début de l'émission. Moi, je pensais que Poutine aurait comme objectif
de prendre le Donbass, Bah. après la reconnaissance des républiques autoproclamées, qu'il avait armées avec les milices patriotiques de ces territoires. Mais en fait, il est allé beaucoup plus loin, parce que c'est toute l'Ukraine qui veut faire tomber, en disant que l'Ukraine est une fiction. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est relire le discours de Poutine. Lorsque le lundi, il y a 8 jours, le Poutine fait un discours pseudo-historique, il explique en fait son analyse de l'histoire, qui est du révisionnisme historique, mais c'est la base de son raisonnement et qui justifie en quelque sorte son action. Dans un premier temps, on le voit sur le plan militaire, là ce qu'il est en train de faire, c'est de relier la Crimée au Donbass. Alors justement, sur le plan militaire, une question sur l'Allemagne, un pays que vous connaissez intimement. Je rappelle que vous étiez, avant de faire la politique, professeur d'allemand. Le chancelier allemand a annoncé une décision très spectaculaire, donc l'investissement de 100 milliards d'euros pour comment dirais-je, améliorer l'armée allemande, renforcer l'armée allemande. Il a également expliqué que l'Allemagne irait au-delà de 2% de son produit intérieur brut dans les investissements militaires. C'est une décision réellement historique, ça. Oui, parce que l'Allemagne était assez frileuse sur cette question, notamment des 2% de son budget, de son PIB, pour financer la défense. C'est au-delà de ce que demande l'OTAN. Non, il a rappelé que c'était 2%, mais il a mis surtout en place un fonds d'investissement de 100 milliards d'euros, qui est dans un budget annexe du budget fédéral et qui a pour objectif de financer des investissements, qui sont des investissements pour remettre à niveau la Bundeswehr, qui est quand même pas en très bon état, pour jouer son rôle pleinement en cas d'attaque, et puis également de participer à des programmes européens. Il y a un projet européen franco-allemand d'avions, il y a un projet européen et franco-allemand de chars. Donc c'est une accélération. Donc il se donne les moyens d'être à la hauteur des engagements que l'Allemagne avait quand même pris avant. Certains parlent de réarmement d'Allemagne, il ne s'agit pas d'un réarmement de l'Allemagne, il s'agit simplement que l'Allemagne fasse son devoir dans le cadre de l'OTAN et de l'Alliance Atlantique. Un renforcement de la défense européenne, finalement, c'est ce qu'aura provoqué Poutine. Alors c'est ça qui est très important. C'est l'effet inverse, au fond, de ce qu'il voulait. Oui, bien entendu, mais il pensait que nous allions nous déchirer, nous déviser. Et ce n'est pas ce qui s'est produit. Par contre, effectivement, nous ne sommes qu'au début de la défense européenne. Là, j'ai donné quelques exemples sur ce que nous pourrions faire ensemble, mais je pense que c'est la priorité politique désormais d'y parvenir. Et avec l'OTAN, en plus d'avoir nos capacités propres européennes. Notre partenaire du groupe Centre France La Montagne, Antoine Compigne, qui est journaliste à Lyon Républicaine, a une question à vous poser concernant le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. On l'écoute. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Lundi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a signé un document de candidature d'adhésion à l'Union européenne. La veille, c'était la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui avait soutenu cette démarche. Alors, est-ce que selon vous, le processus qui vient de s'enclencher a des chances d'aboutir rapidement, comme le demande le président ukrainien? Mais aussi, est-ce que selon vous, cette démarche, elle est légitime ou plutôt symbolique dans une dynamique d'union sacrée? Je pense que le président Zelensky a rappelé l'attachement des Ukrainiens à l'Europe. Ils l'ont montré, je l'ai rappelé tout à l'heure. Mais ça ne se fait pas comme ça d'adhérer à l'Union européenne. Il y a tout un processus. Il y a d'autres pays qui sont déjà candidats. Il y a la Serbie, il y a le Monténégro, et ça va faire déjà 10 ans. Donc, et il y a la Géorgie qui le souhaite. Et c'est un acte politique de la part de l'Ukraine. Et je pense que l'Europe ne peut pas dire oui, bien sûr, rentrer, ça va se faire comme ça. C'est compliqué. Mais je pense qu'il faut entamer un dialogue. Entamer un dialogue et surtout pas donner l'impression que la porte est complètement fermée. Mais ça ne se fera pas de toute façon, de façon automatique et ultra rapide. Mais est-ce qu'on peut rester dans cet entre-deux? Finalement, la question de la frontière est de l'Union européenne, elle est posée. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui la renforcer, dire clairement les choses, dire voilà, l'Europe commence ici? Oui, mais bon, attendez, il faut quand même faire les choses avec méthode et avec rigueur. Il y a une frontière de l'Union européenne qui est la frontière polonaise à l'Est. Et nous sommes membres de l'OTAN. Donc il n'a jamais été envisagé que l'Ukraine entre dans l'OTAN. En tout cas, ce n'était pas la position ni de la France ni de l'Allemagne. Et je pense que c'était une bonne position. Mais je rappelle qu'il y a quand même un accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine. Et les Ukrainiens, ils tenaient beaucoup. Donc il faut faire vivre ça. Et là, il y a l'urgence, il y a l'aide humanitaire, il y a tout ce que les aides militaires, tout ce que l'Europe et les pays européens peuvent déjà faire et ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense que ça, ce sont des signaux qui sont donnés aux Ukrainiens. L'accueil des réfugiés, c'est très important.
important. On va y venir. Et chaque pays doit y prendre sa part, bien sûr la France aussi. D'accord. Et c'est donc là-dessus qu'il faut évidemment porter les efforts. Et là, les populations civiles de l'Union européenne sont évidemment concernées et fortement mobilisées. Absolument, absolument. C'est tout à fait rassurant parce que quand on voit les débats franco-français sur l'immigration, là, d'un seul coup, on a l'impression que tout est en train d'être remis en cause et que tous ceux qui ont peur sont en train de dire il faut être solidaire. Et ils ont raison, il faut être solidaire. Je dois dire que Jean-Marc Ayrault m'a dit avant cette émission que la première chose qu'il faisait le matin, c'était regarder l'appli de Ouest France sur le numérique. La une de Ouest France, François-Xavier Lefranc. Alors, elle est consacrée évidemment à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et on rappelle également dans l'éditorial une chose, c'est qu'en 2014, il y avait eu des mesures de rétorsion contre l'Ukraine. Ça a amené Poutine à investir 200 milliards dans son agriculture. Et la Russie est aujourd'hui le premier exportateur mondial de blé. Et donc, quand il subit des pressions de ce type, finalement, il utilise ça pour renforcer son économie. C'est ce qu'il a fait avec l'agriculture. On a le salon de l'agriculture en ce moment et c'est très commenté, ça. Oui, bien sûr. C'est ce qui se passe et aussi ce qui est important aussi de rappeler, c'est que les Européens, avec les Américains et les Canadiens, se sont mis d'accord très 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 vite, y compris les Japonais, les Coréens, sur des sanctions et qui sont d'un niveau inégalé jusqu'à présent et qui vont faire mal à la Russie et qui auront des conséquences, mais qui en ont aussi pour nous. Il faut en être conscient. Qui est sur le prix de l'énergie, sur toute une série de la consommation, etc. Et donc, le président Macron, d'ailleurs, l'a dit hier soir, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se donner les moyens, en tant qu'Européens et en tant que Français ou Allemands, enfin les membres de l'Union européenne, pour faire face à ces conséquences économiques pour nous. Et il ne faut pas qu'évidemment les Français et les Européens en soient victimes. Le quoi qu'il en coûte de la pandémie, je pense qu'il faut qu'on l'applique aussi dans cette période. Jean-Marc Ayrault est notre invité ce matin. Merci François-Xavier Lefranc. Dans un instant, Laurent Marchand est sur ce plateau. Bonjour Laurent Marchand, merci d'être avec nous. Vous êtes éditorialiste à Ouest France et vous êtes également spécialiste des questions internationales. C'est la guerre de Poutine aussi. Oui, bonjour Monsieur le Premier ministre. La guerre de Poutine, vous avez évoqué son discours du lundi 21 février dans lequel il déniait aux Ukrainiens le rang même de nation. Jusqu'où peut-il aller dans cette vision, puisqu'il faut le prendre au mot manifestement ? Puisque vous disiez, on ne s'y attendait pas, comme la plupart d'ailleurs des observateurs ont été surpris qu'il aille au-delà du Donbass. À quoi faut-il s'attendre ? On n'imaginait pas tout ça, et puis finalement ça s'est quand même produit. Donc il faut être sur nos gardes. Il faut mettre la barre haut pour être ferme sur les principes, bien dire qui est responsable de ce qui se passe aujourd'hui, c'est Poutine. Poutine seul, qui a décidé de faire la guerre à un pays frère, qui est l'Ukraine, en niant son existence, en traitant ses dirigeants de nazis ou de drogués. Il y a unanimité de ce qu'on sait autour de lui. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que c'est un système très verrouillé, très fermé, où l'opinion publique existe, mais la liberté de la presse n'existe plus, la liberté de se réunir, d'associations non plus. Regardez le forum de la mémoire des victimes du stalinisme qui vient d'être interdit. Donc il y a la volonté de museler le peuple et pourtant le peuple russe réagit. Et je crois que le peuple russe est profondément pacifique. Il a trop subi la guerre. Vous pensez qu'il peut peser ? Je pense d'abord, il y a les sanctions qui vont avoir un effet, ça commence. Et puis il y a la communication. Ce que font les Ukrainiens. Le président ukrainien s'adressant en russe, qui est sa langue maternelle d'ailleurs, à ses voisins russes, c'est quelque chose qui pèse. Parce qu'il y a certes l'opinion muselée, mais il y a quand même les réseaux sociaux, il y a des communications, les gens se téléphonent. Enfin, c'est pas fermé comme pourrait l'imaginer. Pas hermétique. Non, et puis il y a ce courage des gens qui vont manifester. Alors certes, il y a beaucoup de gens mis en détention, plusieurs milliers de personnes, mais je pense que ce mouvement doit être encouragé parce qu'il est aussi la dignité du peuple russe qui ne se laisse pas faire. Jusqu'où nous pouvons-nous aller, voulons-nous aller, si il y a un incident avec les pays baltes, des avions russes hier ont violé l'espace aérien suédois, nous pouvons entrer en guerre d'un moment à l'autre si un des pays de l'OTAN... Personne ne souhaite la guerre, il faut être sincère. Mais je pense qu'il faut que Poutine sache que les membres de l'OTAN, l'Alliance Atlantique, il y a cet article 5. Cet article 5 est très clair, que tant qu'un pays est attaqué, les autres le défendent. C'est la solidarité. Et ça, la Pologne, les pays baltes sont concernés. Et nous aussi, donc. Et nous sommes concernés, bien entendu. Donc il faut que notre message politique soit clair. Il est suffisamment clair pour vous aujourd'hui. Il est clair. Et il est clair, et il n'est pas seulement français, il est aussi allemand, il est aussi européen. Écoutez ce que dit Mme von der Leyen, par exemple. Il est américain, il est canadien, il est japonais, il est coréen, enfin bref. Regardez l'Assemblée générale des Nations Unies.
qui réclament le cessez-le-feu, qui réclament le retrait des troupes russes de l'Ukraine. Donc c'est une majorité écrasante, avec simplement 5 pays qui se sont opposés. Un relatif silence des Américains au moins au début de cette guerre, cette invasion. Biden n'a pas été très présent. Écoutez, je pense que d'abord les Américains ont fait comme les Français et les Allemands ont parlé avec Poutine, ce qu'avait fait Biden à Genève. Et puis, ils ont passé des messages. Anthony Blinken, le ministre des Affaires étrangères, secrétaire d'État américain, a rencontré son homologue Lavrov, etc. Et puis, il y a eu les informations que les Américains ont données au monde entier. Ils étaient bien renseignés sur ce qui était en train de se préparer. Mais sur la condamnation, au moment où Poutine a argué qu'il pouvait passer à la dissuasion nucléaire, on a trouvé que les Américains étaient un peu timours et on n'a pas eu de réaction immédiate de la Maison-Blanche. Ça a pris du temps. Normal. Ce qui compte, c'est l'unité des Occidentaux qui est extrêmement solide et forte. Il faut qu'elle soit durable et il faut qu'on soit bien conscient qu'on est en train de changer d'ère. Et comment le monde va-t-il évoluer? Comment les rapports de force vont-ils évoluer? Comment les alliances vont-elles évoluer? La place de la Chine, qui reste discrète pour l'instant. On va y revenir. La question de l'intangibilité des frontières, la question de l'énergie, la question de la technologie, enfin, toutes ces questions sont sur la table. Est-ce qu'on parlait de la propagande en Russie il y a eu de la propagande russe en France également. Ce conflit est présent dans la société française de diverses manières. L'interdiction de Russia Today et de Sputnik est un élément, mais ce n'est pas le seul. 3 des 4 premiers candidats dans les sondages ont été indulgents, voire des soutiens de Poutine. Oui. C'est un problème démocratique français. D'abord, c'est un problème démocratique, c'est-à-dire qu'ils ont la liberté d'exprimer leurs convictions. Mais on voit quelles sont ces convictions. C'est des convictions de complaisance avec Poutine. Certains en faisaient même un modèle, certains candidats. Et d'autres continuent de dire il faut qu'on sorte de l'OTAN. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, sortir de l'OTAN? Comment protège-t-on la France? Comment protège-t-on l'Europe? C'est pas très sérieux. Donc, je dirais, la vérité est en train d'éclater. Et avec certains sincères, mais d'autres, sans doute avec des arrière-pensées, mais qui imaginaient que l'ennemi principal, c'est l'Américain. Je pense qu'il faut quand même devenir sérieux. Aujourd'hui, l'OTAN s'est renforcée et c'est une bonne chose. Il faut maintenant que le complément soit la défense européenne qui soit également développée. C'est ça que nous avons à faire. Et donc là, nous sommes venus au moment des clarifications politiques en interne. Après, je terminerai en disant une chose, c'est que le peuple russe est notre ami et que nous souhaitons des relations d'amitié et de coopération avec la Russie. C'est pas notre adversaire, la Russie. Le président Macron l'a dit, il a tout à fait raison. Jean-Marc Ayrault, Denis Caro, qui est directeur des rédactions du groupe Nice Matin, a une question à vous poser. On l'écoute depuis son studio magnifique, vous allez le voir d'ailleurs, à Nice. Bonjour Jean-Marc Ayrault. Les premiers réfugiés ukrainiens commencent à arriver en France. C'est le cas dans les Alpes-Maritimes, où le président du département, Charles Ginesi, se propose d'aider au rapatriement de 1000 réfugiés et de les héberger. Est-ce qu'il a raison de le faire? Et jusqu'où la France doit-elle prendre sa part? C'est l'expression du président de la République pour l'accueil des réfugiés ukrainiens qui vont arriver par milliers dans les jours qui viennent. Il y a une concertation européenne qui va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'avec la volonté de tous les pays d'accueillir des réfugiés ukrainiens et de jouer le jeu de la solidarité, de répartir l'accueil, parce que c'est vrai que ça ne se fera pas comme ça de façon simple, il faut se donner les moyens de ça. Et donc ça contraste avec ce qui s'est passé par rapport aux réfugiés syriens. Oui, l'opinion publique française a l'air beaucoup plus favorable. Mais toute l'opinion européenne, donc c'est une leçon qu'il faut tirer. J'espère que ça aidera à avoir une politique plus concertée, plus coopérative et plus solidaire sur ces questions migratoires à l'échelle de l'Europe. En tout cas, là, il y a un élan de générosité et de solidarité qui est un élan populaire. Ce sont les gens, les Français, de toute opinion, de toute sensibilité, de toute région, qui sont des communes ont fait des propositions. Donc on va dans la bonne direction, c'est la solidarité. Revenons à l'OTAN. La France a décidé de renforcer le flanc sud-est de l'OTAN en Europe, en Roumanie, en prenant même la responsabilité de certains bataillons. Il faut aller plus loin, selon vous, parce qu'on compte encore en milliers la présence militaire dans ces pays. C'est très peu face à la Russie. C'est-à-dire que l'OTAN qui fait peur à Poutine, alors est-ce qu'il joue à se faire peur? Je pense qu'en grande partie c'est le cas. Mais l'OTAN, d'abord, c'est une organisation défensive et non pas offensive et menaçante. Mais quand on regarde la réalité de nos capacités, elles ne sont pas si énormes que ça. Ce n'est pas des centaines de milliers de soldats qui sont dans des casernes ou dans des camps Emmanuel dans le Macron reste de disait l'Europe. l'OTAN est en état de mort clinique. Il avait Oui, mais raison. ce n'est plus le cas. Si ça a pu l'être dans le passé, je ne sais pas si c'est vrai, en tout cas c'est ce qu'il avait dit. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que l'OTAN existe
et l'OTAN se renforce, mais c'est vrai que la présence en termes de moyens matériels, militaires et humains reste à compléter sur une partie du continent européen. Donc c'est ce qui a contribué à faire la France, ce que fait l'Allemagne aussi, dans les pays baltes et en Pologne et en Roumanie. François-Xavier Lefranc évoquait la question de la frontière de l'Europe. Est-ce que quand on rentre dans les questions stratégiques, cette question ne doit pas faire justement l'objet d'une plus grande étude, plus précise ? Écoutez, je pense qu'il faut être très très prudent. Les frontières de l'Union européenne existent aujourd'hui. C'est notamment la frontière à l'est avec la Pologne, les pays baltes, la Roumanie, la Bulgarie. On ne joue pas avec les frontières. Et Poutine a remis en cause la stabilité de la paix après la Seconde Guerre mondiale. La question des frontières a été une question difficile. Vous vous souvenez, entre l'Allemagne et la France, l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, après la réunification, la question a été reposée de la frontière avec la Pologne. Mais c'est la frontière qui est sortie de la Seconde Guerre mondiale qui finalement a été respectée. C'était une bonne chose. Donc je dis attention, ne jouons pas avec les frontières. Et c'était notamment les accords d'Helsinki de 1975 qui avaient rappelé que ces frontières ne devaient absolument en aucun cas être remises en cause. Et tous les signataires du traité, dont la Russie et l'Union soviétique à l'époque, avaient dit on n'y touchera pas. Mais si la Russie y touche, puisqu'il n'a pas tenu sa parole sur ça. Non, là, c'est pas vraiment qu'il touche à la frontière. Il l'avait touché en attaquant. Non, mais s'il la touche en Estonie. Ah, mais là, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. C'est l'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique, du traité de l'OTAN. Mais personne ne souhaite aller jusque-là. Mais il faut que ce soit très très clair. Les membres de l'OTAN ne se laisseront pas faire et assureront la sécurité de leur peuple. C'est ça le message et que Poutine doit entendre. Et en même temps, nous adressons à Poutine le message que nous sommes prêts, même si la voie est ténue, à reprendre la négociation et le dialogue par la voie diplomatique, et en commençant par le cessez-le-feu et l'aide humanitaire. C'est urgent, c'est fondamental, et ça doit rester aussi notre préoccupation. Merci Laurent Marchand, éditorialiste à Ouest France, spécialiste des questions internationales. Jean-Marc Ayrault est notre invité ce matin. Vous avez été Premier ministre, vous avez été ministre des Affaires étrangères. Lequel de ces deux fonctions vous a le plus passionné ? C'est difficile de faire une hiérarchie parce que j'ai fait beaucoup d'autres choses. J'ai été maire de Nantes pendant 3 ans, président du groupe parlementaire. J'ai une vie politique très très riche. Donc j'ai mais dans ces deux postes qui sont au sommet de l'État, lequel vous a le plus passionné ? Le Premier ministre est le numéro 2 de l'État, qui fait un duo avec le président de la République. C'est à la fois écrasant et passionnant. J'ai aimé le faire, mais j'ai beaucoup apprécié aussi l'expérience des affaires étrangères. On dit que vous avez beaucoup regretté de quitter Matignon, c'est vrai ? Oui, mais bon, pas de regret. Vous savez, j'ai eu la chance de pouvoir assurer cette fonction. C'est un honneur. Je le prends comme tel. J'ai aimé servir mon pays. Je le fais d'une autre façon aujourd'hui. On va en parler d'ailleurs. Et je crois que c'est l'essentiel. Jean-Marc Ayrault est notre invité dans un instant. Sylvia Garcia sur ce plateau. Merci Laurent Marchand. Merci. Jean-Marc Ayrault, on va parler toujours de questions internationales, bien sûr. Sylvia Garcia, avec les conséquences sur le continent africain de cette guerre. Cyril, bonjour. Effectivement, l'image a marqué, plusieurs images, mais une en particulier, une femme nigériane avec son bébé obligée de céder la place dans un bus pour fuir les combats. Est-ce que c'est une double peine pour les Africains qui sont là-bas ? Est-ce qu'en effet, c'est, comme le dénonce l'Union africaine, un traitement raciste ? Écoutez, ce que cette femme a ressenti, oui, c'est un traitement raciste. Alors après, est-ce que c'est généralisé ? Ça doit être vérifié. C'est ce que dénonce l'Union africaine. J'ai bien vu la déclaration de l'Union africaine et ils ont raison d'être vigilants. Car il y a des témoignages qui montrent que les choses n'ont pas été correctes à l'égard notamment de ces étudiants africains qui voulaient rentrer chez eux, en passant par la Pologne. Ils méritent d'être accueillis autant que les autres. Donc, en tout cas, de ma part, il y aura une extrême vigilance pour que les droits de l'homme soient respectés pour tous et toutes. Alors, sur l'invasion à proprement parler, peu de réactions en Afrique, un communiqué assez laconique de l'Union africaine, là encore. Et puis, hier soir, 35 abstentions sur la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. La moitié, 17, viennent du continent. Pourquoi ce silence ? Écoutez, je crois qu'il y a aussi les résultats là, d'une stratégie russe, de stratégie de Poutine en Afrique. N'oublions pas ce qui se passe au Mali. N'oublions pas ce qui se passe en Centrafrique. Là, vous faites référence aux mercenaires de Wagner qui sont en Centrafrique et qui sont au Mali maintenant. Quand on interroge, quand vous
journaliste, vous interrogez Poutine dans ses conférences de presse sur la présence de Wagner dans tel ou tel pays, il dit mais moi je ne connais pas Wagner. Oui. Alors qu'on sait très bien que Wagner sont des troupes supplétives qui sont en Ukraine, qui ont peut-être des missions terribles pour assassiner le président ukrainien ou d'autres dirigeants. Donc ce sont des forces supplétives utilisées par Poutine. Donc elles agissent en Afrique. Il y a une stratégie de représence. Parce que l'Union soviétique, elle Qui a avait été été pendant longtemps... sous-estimée par les Européens ou pas? Pas sous-estimé, on l'observait, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Je pense que dans l'avenir, c'est une des responsabilités de l'Europe d'être beaucoup plus solidaire de l'Afrique. Et pas seulement en termes de sécurité, de lutte contre le terrorisme, mais aussi en termes de développement, en termes de soutien aux États africains qui ont des aspirations pour leur peuple. Mais là, il y a quand même deux lectures. Pardonnez-moi, il y a deux lectures du monde peut-être qui sont faites aussi, qui s'affrontent aujourd'hui également sur le continent africain. Sur les raisons, est-ce qu'il n'y a pas la tradition de non-alignement des pays africains qui explique aussi cette position? C'est possible. Mais moi, je pense qu'il faut bien comprendre que certains pays africains sont face à de grandes difficultés. Regardez la guerre en Éthiopie, regardez aussi les situations de famine, regardez la pauvreté de Madagascar. Enfin, je pense qu'il faut qu'on soit bien conscient qu'on ne peut pas laisser faire cette situation. Mais dans tous les cas, même sans choisir un camp, est-ce que l'Afrique va payer le prix de la guerre en Ukraine? Est-ce que la Russie va devoir revoir sa politique aussi en Afrique? Je pense que la politique de Poutine, qui consiste à envoyer ses forces supplétives pour aussi négocier et piller certaines richesses des pays, des richesses minières notamment, en Centrafrique ou au Mali, je pense que c'est une question grave. Et donc la question africaine, la solidarité avec les pays africains, dont certains sont déstabilisés, où il y a eu des coups d'État, doit être à l'ordre du jour d'une relation beaucoup plus étroite et intense et solidaire entre l'Union européenne et les pays africains. Jean-Marc Ayrault, et pas seulement la France, c'est l'affaire de tous les Européens. Jean-Marc Ayrault, les regards se tournent également vers la Chine. Abstention au Conseil de sécurité lors du vote d'une résolution condamnant Moscou. Hier encore, abstention. Est-ce qu'il y a une prise de distance aujourd'hui entre Pékin vis-à-vis de Moscou? Il y a quand même cette déclaration commune Poutine-Xi Jinping le 4 février, début des Jeux Olympiques. On voit bien que 4 semaines plus tard, il y a une prise de après, distance. La Chine est toujours un pays prudent, observe ce qui se passe. Ses intérêts avant tout, dit-on. Ses intérêts, sa stabilité avant tout aussi. Est-ce que les nouvelles routes de la soie sont compromises aujourd'hui? Est-ce que c'est ce qui inquiète Je pense que la Pékin? Chine n'aime pas tout ce qui la déstabilise et qui déstabilise le reste du monde. Elle défend ses intérêts. Elle a une vision stratégique autour de ses intérêts. Et donc là, elle est en position d'observation. Au fond, je ne sais pas comment elle va évoluer. En tout cas, il faut... Puisque je valorisais tout à l'heure l'action diplomatique, il faut continuer à parler très étroitement avec les Chinois. Est-ce que ces sanctions contre la Russie qui produisent un effet, on le voit, et qui est un effet assez rapide, est-ce que ça va jeter la Russie dans les bras de la Chine? Est-ce que la Chine va accueillir la Russie les bras ouverts? Ça, on le verra. On ne peut pas dire... Là, en réalité, si je reformule, c'est l'histoire d'un nouveau bloc qui serait peut-être en train d'émerger. Peut-être, mais ce n'est pas certain non plus. Les intérêts peuvent être divergents entre la Chine et la Russie à un moment donné. À court terme, il peut y avoir cette solidarité. À long terme, on est en train d'assister à une nouvelle donne mondiale. Je le disais tout à l'heure, il y a des grands sujets, la question énergétique, la question du réchauffement climatique, il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Elle est toujours à l'ordre du jour. Le GIEC vient de sortir son rapport, c'est fondamental. La question de la technologie, du numérique, du contrôle aussi, la question des questions fondamentales qui se posent à l'humanité aujourd'hui pour son devenir. Je pense qu'aujourd'hui, tout est en train de changer. Et les Américains ont plutôt reculé dans leur jeu de puissance mondiale. Et donc, ça veut dire encore une fois, que la responsabilité des Européens, alors là, ils sont face à l'histoire, c'est vraiment de se renforcer. Se renforcer pas seulement économiquement, mais se renforcer politiquement et stratégiquement. Jean-Marc Ayrault, une dernière question. La réaction occidentale envers la Russie, est-ce qu'elle sert aussi d'avertissement à la Chine? On a souvent évoqué une troisième guerre mondiale qui démarrait en guerre de Chine. Écoutez, franchement, tout doit être fait pour empêcher une guerre mondiale, qui c'est une catastrophe, et en particulier avec l'arme nucléaire. Mais c'est un avertissement, je crois, important à l'humanité entière. On ne peut pas laisser faire ce qui est en train de se passer en Ukraine aujourd'hui, parce que les conséquences sont incalculables et particulièrement dangereuses. Donc c'est notre responsabilité
notamment aux Européens, aux Occidentaux, de prendre des positions claires et nettes, mais en même temps avec un objectif majeur qui est celui de la paix. Merci Sylvia Garcia, TV5 Monde de la rédaction. Emmanuel Macron, Jean-Marc Ayrault, vous a nommé en 2018 président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Enfin, il ne m'a pas nommé, hein, et j'ai été élu par le conseil d'administration de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et vous avez été élu par le conseil d'administration, pardonnez-moi, donc le directeur éditorial de France Antilles, qui est notre partenaire. Une question à vous poser depuis Fort-de-France en Martinique, on l'écoute sur ce sujet. Jean-Marc Ayrault, vous êtes le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. On s'aperçoit, notamment en cette période de campagne présidentielle, qu'il est parfois difficile pour le pays de faire face à son passé. Comment, selon vous, traiter les questions mémorielles sans aggraver davantage les divisions ? Eh bien, la Fondation pour la mémoire de l'esclavage a rendu public ces derniers jours un questionnaire qui va adresser à tous les candidats, ceux qui vont avoir leur parrainage là, dans quelques jours, où on va leur demander de se positionner par rapport à cette histoire, qui est l'histoire de la France, qui n'est pas seulement l'histoire de nos outre-mer et des ultramarins, qui est l'histoire française, l'histoire de la traite, de l'esclavage, de la colonisation, et qui fait partie de notre histoire que nous devons regarder en face. Et donc, notamment, on pose la question, est-ce que, si vous êtes élu président de la République, vous continuerez de commémorer chaque année, le 10 et 23 mai, le souvenir de cette histoire ? Est-ce que vous continuerez à faire en sorte que cette histoire soit enseignée dans les programmes scolaires ? Est-ce que vous continuerez à agir pour lutter contre les discriminations, le racisme ? Et toutes ces questions sont dans ces 10 points que nous allons adresser aux candidats à l'élection présidentielle, dont nous profitons de ce moment pour une clarification. Et donc là, on verra ceux qui pensent que cette histoire, c'est l'histoire de toute la France, c'est notre histoire. Jean-Marc Ayrault, vous avez été le dernier Premier ministre de la gauche unique, on appelait la gauche plurielle, on l'appelait comme ça. Est-ce que vous vous désolez aujourd'hui de voir l'état de la gauche, cette multiplicité de candidats ? Je rappelle que vous avez été le Premier ministre de Christiane Taubira, qui était votre ministre de la Justice, qui vient donc de déclarer qu'elle renonçait à l'élection présidentielle. Elle n'a pas réuni les 500 signatures nécessaires. Quelle est votre analyse sur cette gauche qui a explosé ? Je suis triste et consterné parce que ce que porte la gauche comme idéaux, les droits de l'homme, la justice sociale, la paix, pour ces grands principes, la capacité à nous projeter dans un destin commun, ce sont des idéaux qui parlent et qui ont du sens aujourd'hui et qui ne sont pas dépassés. On ne vous a pas entendu en soutien d'Anne Hidalgo, qui est la candidate officielle du Parti Socialiste. Elle viendra à Nantes là, votre successeur, bientôt. Bernard Cazeneuve, lui s'est prononcé pour. Elle viendra à Nantes dans quelques jours. Je serai là pour la saluer, pour l'accueillir, bien entendu. Moi, je suis socialiste, je reste socialiste. Mais je suis consterné par l'état de la gauche. Donc aujourd'hui, la gauche, il y a des désaccords. Mais les valeurs fondamentales de la gauche devraient être... je dirais sur la table, comme un axe d'orientation et d'action possible. Et pourquoi ce n'est pas le cas ? Je pense que la gauche doit se réinterroger, elle doit se reconstruire, se refonder. Et ce temps sera sans doute assez long. Vous voulez faire partie de ceux qui vont réfléchir à cette recomposition ? D'une certaine façon, j'y contribue. Mais je ne suis plus dans la politique active. Je pense qu'il est important aussi que de nouvelles générations prennent la relève. Et moi, ce que j'ai fait à Nantes, j'ai préparé la relève avec Johanna Roland, qui est une nouvelle... Que nous avons accueillie sur ce plateau. Bien sûr, et je m'en réjouis. Et j'aimerais qu'au fond, on fasse une place à ceux qui peuvent incarner. Qui peut l'incarner, justement ? Il y en a plein qui peuvent l'incarner. Il y a des noms qui vous viennent ? Non, je ne donnerai pas de nom. Parce que je pense qu'il faudra du temps, beaucoup de temps, mais que ça viendra du terrain. Nous sommes face au territoire. Et quand je regarde ce qui se passe dans nos territoires, nos villages, nos communes, nos villes, je pense qu'il y a un espoir, mais il faut Quand vous dites qu'il faut un renouvellement, quand vous voyez François Hollande, qui a été le président de la République, qui vous a nommé Premier ministre, tenter d'intervenir dans la campagne, etc., est-ce qu'il est dans son rôle ? Ou est-ce qu'il ne devrait pas, comme vous m'interrogez, là, je donne mon point de vue. Oui, mais quelle est votre vision sur ce que fait François Hollande aujourd'hui ? Moi, je ne veux pas porter de jugement. Il a son expérience. Dans la crise internationale que nous connaissons, c'est utile. Mais je crois qu'il est en même temps important que des têtes d'hommes et de femmes nouveaux prennent la relève. Voilà. Et il y en a beaucoup dans notre pays. Il y a beaucoup de richesses. Et c'est comme ça Vos rapports avec Emmanuel Macron sont bons ? Moi, je respecte le président de la République et en ce moment, il est en première ligne. J'ai écouté son intervention hier soir, que j'ai trouvé de bonne qualité et qu'il a eu le ton juste.
Nantes en finale de la Coupe de France de football, ça vous a fait plaisir? Ah bah oui, ça me rappelle de très bons souvenirs. Parce que quand j'ai été maire de Nantes, pendant 23 ans, j'ai eu la chance de voir Nantes champion de France plusieurs fois, gagner la Coupe de France. Et donc hier soir, c'était un grand moment. Et je pense que les Nantais l'ont partagé avec moi. Mais beaucoup d'autres qui ont la nostalgie du beau jeu à la nantaise. On vous voit peu dans les médias. Merci d'avoir accepté votre invitation. Vraiment, Jean-Marc Ayrault, ancien Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Les programmes continuent sur TV5 Monde. Merci à vous et à très vite pour un nouveau numéro de Face au territoire.